Chapitre 11. Martin se remit à son article sur les pêcheurs de perles. Il aurait été plus vite achevé s'il n'avait été si fréquemment interrompu par ses essais de poésie. Ces vers étaient, bien entendu, des vers d'amour, inspirés par Ruth et jamais terminés. Ce n'est pas en un jour qu'on peut apprendre à chanter sur un si noble thème. En eux-mêmes déjà, le rythme, la métrique et la forme étaient une assez sérieuse affaire, mais, par-dessus tout, il y avait une chose intangible, impalpable, qui se sent dans tout beau poème et qui ne pouvait arriver à saisir. C'était l'insaisissable esprit de la poésie elle-même qui ne se laissait pas capturer. Il le sentait autour de lui comme un feu voltant, comme une chaude et molle vapeur à portée de la main et pourtant hors d'atteinte. Quelquefois, il en saisissait quelques lambeaux, une traînante nuée, et en tissait des phrases qui chantaient dans son cerveau ou s'évanouissaient comme un brouillard léger. C'était décourageant. Il brûlait du désir de s'exprimer avec lyrisme et n'arrivait qu'à un pathos prosaïque et sans originalité. Il lut à haute voix ses essais. Ils avaient le nombre de pieds voulus, les rimes étaient impeccables, mais l'inspiration, l'envol faisait défaut. C'était à n'y rien comprendre. Et, de guerre lasse, désespéré, déprimé, vaincu, il se remit à son article. La prose était sûrement d'un accès plus facile. Après les pêcheurs de perles, il écrivit un article sur la carrière de marin, un autre sur la chasse à la tortue et un troisième sur les alizés du Nord-Est. Puis il composa, à titre expérimental, une courte nouvelle et, pendant qu'il y était, il en fit 6 autres qu'il expédia à plusieurs magazines. Il écrivait sans arrêt, du matin au soir et tard dans la nuit, s'interrompant seulement pour aller à la salle de lecture prendre des livres à l'abonnement ou voir Ruth. Il était profondément heureux. La vie était intense et belle. Sa fièvre enthousiaste ne tombait jamais, car l'ivresse créatrice des dieux était en lui. Le monde extérieur, les relents de légumes pourris et de lessive, l'apparence débraillée de sa sœur et la figure ironique de M. Higginbotham, tout cela était un rêve. Le monde véritable était celui de son cerveau et les histoires qu'il écrivait la seule réalité possible. Les jours étaient trop courts. Il voulait étudier tant de choses. Il ne dormit plus que 5 heures et, trouvant que c'était encore exagéré, il essaya de rogner une demi-heure de plus, mais il fut obligé, à son grand regret, de revenir à ses 5 heures. C'est avec regret qu'il cessait d'écrire pour étudier, qu'il cessait d'étudier pour aller à la bibliothèque, qu'il s'arrachait de là ou de la salle de lecture remplie des œuvres de ces écrivains heureux qui avaient réussi à placer leurs marchandises. C'était un crève-cœur quand chez Ruth, il fallait se lever et partir, et il galopait le long des rues sombres pour retrouver bien vite ses chers volumes. Ce qui lui semblait le plus dur, c'était de fermer ses livres de physique et d'algèbre, de ranger bloc-notes et crayons et de clore ses yeux là pour dormir. Il détestait l'idée qu'il cessait de vivre, même pour peu de temps, et ne se consolait qu'à la pensée d'entendre le réveil 5 heures après. Il ne perdrait que 5 heures en tout cas. Puis, la sonnerie le ferait bondir hors de son inconscience et il aurait de nouveau devant lui une admirable journée de 19 heures. Avec tout cela, les semaines passaient, son argent aussi, et les rentrées ne se faisaient pas. 1 mois après son envoi au Youth Companion, la suite d'aventures pour enfants lui fut retournée, avec un mot de refus si plein de tact qu'il ne put en vouloir au rédacteur. Mais il n'en fut pas de même pour le rédacteur du San Francisco Examiner. Après avoir attendu 2 semaines, Martin lui avait écrit. Il recommença au bout de 8 jours. À la fin du mois, il s'en fut à San Francisco, chez le rédacteur, mais sans rencontrer ce haut personnage, grâce à un cerbère d'une 12aine d'années à cheveux carottes qui gardait la porte. À la fin de la 5e semaine, le manuscrit lui revint par la poste, sans commentaire, sans explication, sans rien. Ses autres articles lui furent envoyés de la même manière.
Il les expédia alors immédiatement à d'autres magazines, de l'Est cette fois, qui les retournèrent rapidement, toujours accompagnés d'un mot de refus imprimé. Les nouvelles revinrent également. Il les relut plusieurs fois et les trouva si bien qu'il ne pouvait comprendre le motif de leur envoi, jusqu'au jour où il vit dans un journal que les manuscrits devaient toujours être écrits à la machine. Voilà qui expliquait tout. Bien entendu, les rédacteurs étaient trop occupés pour perdre leur temps à lire des ouvrages écrits à la main. Martin loua aussitôt une machine à écrire et passa une journée à apprendre à s'en servir. Tous les jours, il copiait sa dernière composition et recopiait ses manuscrits à mesure qu'on les lui renvoyait. Il s'étonna le jour où les copies dactylographiées commencèrent à lui revenir aussi. Sa mâchoire se serra, son menton avança légèrement et il renvoya les manuscrits à d'autres éditeurs. Il en vint alors à se demander s'il pouvait porter un jugement de valeur sur ses propres ouvrages et les lut à Gertrude. Elle le regarda avec des yeux brillants d'orgueil et déclara « C'est beau de savoir écrire des choses comme ça. »« Oui, oui, dit-il avec impatience. Mais l'histoire, comment trouves-tu l'histoire ?»« Magnifique, absolument magnifique, et intéressante aussi. J'en étais toute bouleversée. » Il vit qu'elle ne disait pas entièrement sa pensée. Sa bonne figure était perplexe et il attendit. « Mais, dis-moi, Marthe, fit-elle après une longue hésitation, comment ça finit-il? Ce jeune homme si poseur, l'a-t-il obtenu? Il lui expliqua la fin qu'il croyait cependant claire et artistement soignée. Alors elle déclara « Voilà ce que je voulais savoir. Pourquoi ne l'as-tu pas raconté comme ça dans ton histoire ?» Après avoir lu un certain nombre de ses élucubrations, il fut au moins certain d'une chose, c'est qu'elle aimait les fins heureuses. Cette histoire est absolument magnifique. Elle redressa, avec un soupir de lassitude, son corps lourd penché au-dessus de la lessiveuse, en essuyant du revers de sa main rouge son front suant. Mais ça me rend triste, j'ai envie de pleurer. Il y a déjà trop de choses tristes dans la vie. Je préfère les histoires gaies qui me font rire. S'il avait épousé, n'est-ce pas? Et ça ne te fait rien, Marthe? Interrogea-t-elle avec appréhension. J'ai cette idée parce que je suis fatiguée, je suppose. Mais ton histoire est tout de même splendide, tout à fait splendide. Où vas-tu la vendre? Ça, c'est une autre paire de manches, dit-il en riant. Mais si tu la vends, combien t'en donnera-t-on? Oh, $100 au moins, étant donné le prix qu'on en demande. Dieu, j'espère que tu la vendras. C'est facilement gagné, hein? Et il ajouta fièrement. J'ai écrit ça en 2 jours. Ça me fait $50 par jour. Il mourait d'envie de lire sa littérature à Ruth, mais il n'osa pas. Il décida d'attendre qu'une de ses histoires fût publiée. Elle comprendrait alors la raison de son obstination à écrire. Et, en attendant ce moment-là, il continua à travailler avec rage. Jamais son esprit aventureux ne s'était encore jeté avec autant de passion dans ce qu'il appelait l'exploration de son cerveau. Il acheta des livres de physique et de chimie, et, avec l'aide de l'algèbre, il se plongea dans des problèmes et des démonstrations. Son intense puissance imaginative lui permettait de comprendre les réactions chimiques sans en voir faire l'expérience, plus facilement que la moyenne des étudiants qui vont au laboratoire. Martin poursuivait son chemin à travers les textes lourds de science, enthousiasmé par les explications qu'il y trouvait de la nature des choses. Autrefois, il acceptait le monde tel qu'il était, sans chercher plus loin. Il en comprenait à présent le jeu et les courants contraires de la force et de la matière. Des solutions spontanées surgirent dans son esprit sur maintes petits détails de son métier d'autrefois. Les lois de la navigation, qui permettent aux navires de suivre infailliblement leur voie à travers l'océan illimité, lui furent expliquées, ainsi que les mystères des éléments. Et il se demanda s'il n'aurait pas, par malheur, écrit trop tôt son article sur les vents alizés du Nord-Est. En tout cas, il comprit qu'il aurait mieux écrit à présent. Un après-midi,
Arthur le conduisit à l'université de Californie, où, haletant et avec un respect quasi religieux, il parcourut des laboratoires, assista à des démonstrations et entendit le cours d'un professeur de physique. Mais rien ne lui faisait négliger d'écrire. Un torrent de nouvelles s'écoula de sa plume et il se lança dans des vers plus faciles, du genre de ceux qu'il lisait dans les magazines. Cependant, une tragédie en vers libres lui mit le cerveau à la torture. Elle lui fit perdre 2 semaines, car elle fut renvoyée par une demi-douzaine de journaux, avec une célérité qui le surprit. Puis il découvrit un lait, ce qui lui fit écrire une série de poèmes marins sur le modèle de croquis d'hôpital, des poèmes simples et romanesques, pleins de lumière, de couleurs et d'action, qu'il appela « Poèmes de la mer ». Il les jugea meilleurs que tout ce qu'il avait écrit précédemment. Il y en avait 30, et il les termina en 1 mois, en écrivant 1 par jour après avoir fini son travail quotidien, qui équivalait à une semaine du travail d'un écrivain moyen. Le travail ne lui coûtait rien. Pour lui, ce n'était pas du travail. Il avait découvert une forme d'expression. Il donnait tout simplement libre cours au trésor de beauté et d'émerveillement que pendant ces longues années, ses lèvres scellées n'avaient pas su formuler. Ces poèmes de la mer, il ne les montra à personne, pas même aux rédacteurs de revues, dont il commençait d'ailleurs à se méfier. Mais ce n'était pas la méfiance qui l'empêchait de leur soumettre les poèmes de la mer. Il lui plaisait à un tel point qu'il avait envie de les garder secrets jusqu'au jour glorieux, lointain hélas, où il oserait en faire partager la beauté à Ruth. Il les garda donc pour lui en les relisant à haute voix et en les apprenant par cœur. Il vivait intensément toutes ses heures de veille, et les heures de son sommeil, il les vivait aussi, car son esprit subjectif, pendant ces 5 heures de détente, transformait ses pensées et les événements du jour en de grotesques et fantastiques aventures. En réalité, il ne se reposait jamais. Un tempérament moins solide ou un cerveau moins équilibré n'aurait pas résisté. Ses visites de l'après-midi à Ruth étaient rares maintenant, car juin approchait et elle allait passer sa licence à l'université. Licenciée ès-lettres. Elle lui semblait s'envoler à des distances telles qu'il ne pourrait jamais la rattraper. Elle lui accordait un après-midi par semaine et, comme il venait tard, il restait généralement à dîner. Elle lui faisait ensuite de la musique. Il marquait ces jours-là d'une pierre blanche. L'ambiance de la maison, contrastant si fortement avec celle qu'il connaissait, et la seule présence de Ruth enracinait chaque fois plus solidement sa volonté de monter au sommet. Au-dessus de son désir impérieux de créer de la beauté, il y avait son désir de la conquérir, de haute lutte. C'était un amant avant tout, et la magnifique aventure de son âme lui semblait plus miraculeuse encore que celle de son cerveau. La jeunesse d'où était sorti le monde était un miracle moindre que la présence de Ruth dans ce monde. Pour lui, rien n'était aussi étonnant, aussi inouï que Ruth. Cependant, la distance qui les séparait l'oppressait toujours. Comment la franchir? Dans son milieu, il avait eu beaucoup de succès auprès des femmes, sans jamais tenir à aucune d'elles. Mais il aimait Ruth et la considérait non seulement comme un être d'une classe supérieure, mais comme un être à part, tellement à part qu'il ignorait comment l'approcher. Pourtant, plus il se cultivait et plus il s'en approchait, en parlant le même langage, en partageant les mêmes idées et les mêmes jouissances intellectuelles. Mais rien de tout cela ne parvenait à satisfaire les aspirations de son cœur. Son imagination d'amoureux l'avait trop idéalisé pour qu'il pût rêver de s'approcher autrement que par l'esprit. C'était son amour même qui l'éloignait de lui et la lui rendait insaisissable. C'était l'amour lui-même qui lui refusait la seule chose qu'il désirât. Et un beau jour, brusquement, une passerelle fut jetée sur l'abîme. Bien sûr, le gouffre existait toujours, mais il cessa d'être aussi large. Ils avaient mangé des cerises, de grosses cerises noires et luisantes, au jus couleur de vin sombre. Et, plus tard, tandis qu'elle lui lisait un passage de la princesse,
il remarqua que les cerises avaient taché ses lèvres. À l'instant même, son essence divine disparut. Elle était faite d'argile, après tout, comme lui, comme tout le monde. Ses lèvres étaient d'une chair pareille à la sienne, puisque le jus des cerises les tachait aussi. Elle était femme, femme tout entière, comme toutes les femmes. Cette révélation l'abasourdit. Il lui sembla que le soleil mourait au ciel. Ensuite, il comprit ce que cela signifiait, et son cœur se mit à danser et il pensa à faire la cour à cette femme, puisqu'elle n'était non pas un pur esprit, mais une simple femme, dont les lèvres pouvaient être tachées par des cerises. L'audace de cette pensée le fit trembler, mais son âme chantait joyeusement et le bon sens, triomphalement, lui clamait qu'il avait raison. Ruth dut sentir un peu de ce changement qui s'opérait en lui, car elle interrompit sa lecture, le regarda et sourit. Les yeux de Martin glissèrent de ses yeux bleus à ses lèvres et la vue de cette tache l'affola. Il faillit ouvrir ses bras et les refermer sur elle, comme il le faisait autrefois, du temps de sa vie insouciante. Elle se penchait vers lui et semblait attendre. Il se contint de toute sa volonté. « Vous n'avez pas écouté un mot, » dit-elle d'un ton boudeur. Puis elle éclata de rire, ravie de sa confusion, et lorsqu'il la regarda dans les yeux, il vit qu'elle n'avait rien deviné de ce qui s'était passé en lui. Alors il eut honte. Vraiment, sa pensée avait été trop loin. Toutes les femmes qu'il avait connues auraient deviné ce qu'il en était. Et voilà où était la différence. Ruth n'avait rien compris. Il fut de nouveau désolé de sa propre grossièreté et ému de l'innocence esquisse de Ruth, et se retrouva de l'autre côté de l'abîme. La passerelle était rompue. Malgré tout, cet incident les rapprocha. Quand il se sentait particulièrement découragé, le souvenir de cette minute lui revenait et il la savourait avidement. Oui, l'abîme était moins profond. Il avait accompli ce jour-là une chose autrement plus difficile que la licence ès-lettres et toutes les autres licences du monde. Elle était pure, divinement pure, c'est vrai, mais des cerises avaient taché ses lèvres. Elle était sujette aux lois de l'univers, tout aussi inexorablement qu'il était lui-même. Il lui fallait manger pour vivre, et elle attrapait un rhume quand elle se mouillait les pieds. Mais là n'était pas la question. Si elle ressentait les atteintes de la faim, de la soif, de la chaleur et du froid, elle pouvait également ressentir celle de l'amour pour un homme. Et pourquoi ne serait-il pas celui-là? « C'est de moi que cela dépend, » murmura Martin avec ferveur. « Je veux être cet homme. Je serai cet homme. » Chapitre 12. Un soir de bonne heure, tandis que Martin se battait avec un sonnet dans lequel il s'efforçait en vain d'exprimer les idées imprécises qui flottaient dans son cerveau, on l'appela au téléphone. « C'est une voix de femme chic », ricana M. Higginbotham. Martin se dirigea vers le téléphone, dans le coin de la pièce, et une bouffée de chaleur l'envahit quand il entendit la voix de Ruth. Dans sa lutte avec le sonnet, il avait oublié son existence et le son de la voix aimée lui donna un coup au cœur. Quelle voix, délicatement nuancée, comme une musique lointaine, comme un carillon d'argent, d'une pureté cristalline. Aucune femme n'avait une pareille voix. Elle venait de l'au-delà. C'est à peine, dans son ravissement, s'il entendit ce qu'elle disait, mais il ne laissa rien paraître de son trouble, car il sentait les yeux de furie de M. Higginbotham braqués sur lui. Ruth lui dit simplement que Norman, qui devait l'amener à une conférence ce soir-là, avait la migraine. Elle était désappointée, car elle avait ses billets. S'il n'était pas pris déjà, voulait-il l'accompagner? S'il le voulait, il tâcha de calmer l'enthousiasme que pouvait trahir sa voix. Quelle chose inouïe! Il ne l'avait encore vue que chez elle et jamais il n'avait osé lui demander de l'accompagner nulle part. Tout à coup, tout en continuant à lui parler, il désira mourir pour elle et des rêves d'héroïques sacrifices traversèrent son cerveau bouleversé. Il l'aimait tant, si désespérément, qu'elle daigne sortir avec lui Martin Eden,
le faisait délirer d'un tel bonheur qui lui semblait ne pouvoir le mériter qu'en mourant pour elle. Pareil à tous les vrais amants, c'est par ce moyen seul qu'il aspirait à exprimer sa reconnaissance. Mourir pour elle, n'était-ce pas avoir bien vécu et bien aimé? C'était la sublime abnégation de l'amour tel que peut la manifester le véritable amant. Il n'avait que 21 ans et il aimait pour la première fois. Sa main tremblait lorsqu'il raccrocha. « Ça, c'est un rendez-vous en ville, hein ?» persifla le beau-frère. « On sait ce que ça veut dire. Ça finira en correctionnel. » Mais Martin ne l'écoutait pas. Tout à son rêve étoilé, la vulgarité de l'allusion ne l'atteignit même pas. Il se sentait l'égal des dieux et n'aurait ressenti qu'une profonde pitié pour ce Minos s'il l'avait vu, mais ses yeux l'effleurèrent sans même le remarquer et il rêvait encore en quittant la pièce pour aller s'habiller. C'est lorsqu'il était en train de nouer sa cravate que son ouïe se souvint d'un bruit désagréable qu'elle avait précédemment enregistré, et c'était le reniflement final dont Bernard Higginbotham avait ponctué sa phrase. Lorsque la porte d'entrée de Ruth se fut refermée sur eux et qu'ils descendirent l'escalier, il commença à être considérablement troublé. Tout n'était pas rose dans cette soirée impromptue. Il ne savait exactement quoi faire. Dans les rues, il avait remarqué que certaines femmes donnaient le bras aux hommes qui les accompagnaient. Mais quelquefois, elles ne le donnaient pas. Il se demanda si on offrait son bras le soir seulement, ou bien si cette coutume était réservée aux époux et aux parents. Juste avant d'arriver au trottoir, il se rappela Minnie. Minnie l'attrapait toujours sur tout. La seconde fois qu'ils étaient sortis ensemble, elle avait rappelé à l'ordre parce qu'il marchait du côté intérieur, partant du principe qu'un gentleman doit toujours marcher du côté extérieur. Et Minnie ne manquait jamais de lui marcher sur les talons chaque fois qu'on traversait une rue, afin de lui rappeler de changer de côté. Il se demanda où elle pouvait bien avoir appris ces principes et s'ils étaient corrects. Somme toute, il ne risquait rien d'essayer, se dit-il en arrivant au trottoir. Et, se précipitant derrière Ruth, il prit position à l'extérieur. Mais le second problème s'offrait encore. Fallait-il lui offrir le bras? Jamais cela ne lui était arrivé, car les filles qui fréquentaient n'en avaient pas l'habitude. Les premières fois, on marchait côte à côte. Puis, les bras enlaçaient les tailles et les têtes s'appuyaient à l'épaule de l'amoureux dans les rues sombres. Ici, c'était différent. Elle n'était pas de ces femmes-là. Il fallait inventer autre chose. Il arrondit le bras très légèrement, sans affectation, comme s'il avait l'habitude de se tenir ainsi en marchant. Et la chose extraordinaire se produisit. Elle posa sa main sur son bras. Ce contact le fit frissonner délicieusement, et il crut un instant d'avoir quitté la terre. Mais il y retomba aussitôt, affolé par de nouvelles complications. Il fallait traverser la rue. Il se trouverait, par conséquent, à l'intérieur. Devait-il dégager son bras et lui offrir l'autre? Et dans ce cas, recommencer la même manœuvre chaque fois? Question insoluble, dont il résolut de ne pas se tracasser. Cependant, quand il lui arrivait de se trouver à l'intérieur, pour cacher son embarras, il parlait vite et chaleureusement, feignant d'être tellement absorbé par son sujet que son enthousiasme lui ferait pardonner son incorrection s'il en avait une. Lorsqu'ils traversèrent Broadway, un autre problème se présenta. Dans la clarté crue de l'électricité, il aperçut tout à coup Lizzie Connolly et sa copine qui pouffaient toujours de rire. Un instant seulement, il hésita, puis salua. Non, il ne renierait pas ceux de son espèce. Elle fit un signe de tête et le regarda bien en face, non pas avec l'expression douce et gentille de Ruth, mais de toute la profondeur appuyée de ses beaux yeux durs, puis son regard glissa vers Ruth, interrogeant son visage, sa robe, sa condition. Et il remarqua que Ruth l'enveloppait aussi d'un coup d'œil rapide, timide et doux, critique cependant. Un coup d'œil qui ne faisait qu'effleurer l'ouvrière à l'élégance bon marché, au chapeau excentrique très en vogue à cette époque-là parmi les filles d'usine. « Quelle jolie fille !» dit Ruth un instant plus tard. Martin l'aurait bénie pour cette parole. Pourtant, il dit simplement « Je n'en sais rien, c'est une affaire de goût, évidemment,
mais elle ne me paraît pas spécialement jolie. Comment? Peu de femmes ont des traits aussi réguliers. Elle est ravissante. Son visage a la finesse d'un camée. Et elle a des yeux admirables. Vous trouvez? Dit Martin d'un air indifférent. Pour lui, il n'existait qu'une beauté au monde, celle qui marchait à son bras. Il faudrait lui apprendre à parler. Je suis sûre que vous ne saisiriez pas le quart de ce qu'elle dit. Quelle bêtise! Vous êtes aussi obstiné qu'Arthur quand il veut avoir raison. Vous oubliez comment je parlais quand vous m'avez connu. J'ai appris depuis, mais autrefois, je parlais comme cette fille. À présent, je peux me faire comprendre suffisamment dans votre langue pour vous dire que vous ne connaissez pas l'autre langage. Savez-vous d'ailleurs pourquoi cette fille se conduit comme ça? Autrefois, je ne pensais pas à tout ça, mais je commence à comprendre un tas de choses. Et pourquoi donc? Parce que depuis des années, elle travaille aux machines. Quand on est très jeune, le corps est malléable et la besogne trop dure le déforme à son gré, selon la nature du travail. Je peux deviner, du premier coup d'œil, le métier de la plupart des ouvriers rencontrés dans la rue. Regardez-moi, pourquoi mes épaules roulent-elles? À cause de mes années de mère. Si j'avais été cow-boy pendant aussi longtemps, je ne roulerais pas des épaules, mais j'aurais les jambes cagneuses. Pour cette fille, c'est pareil. Vous avez remarqué son regard si dur? Personne n'a pris soin d'elle. Elle s'est élevée comme elle a pu, et une jeune fille qui n'a qu'elle pour se défendre ne peut avoir un regard doux, gentil comme le vôtre, par exemple. Je crois que vous avez raison, murmura Ruth. C'est triste, elle est si jolie. Il vit que ses yeux resplendissaient de pitié. Puis il se rappela qu'il aimait et s'émerveilla encore de la chance qui lui permettait de l'aimer et de lui donner le bras pour l'accompagner à cette conférence. Ce soir-là, une fois rentré dans sa chambre, il se tint un discours en se regardant dans la glace, longuement, avec curiosité. « Qui es-tu? D'où sors-tu? De fait, tu appartiens aux filles comme les Iconoli, à la légion des travailleurs, à tout ce qui est bas, vulgaire et laid. Tu es de la même espèce que le bétail et les esclaves qui vivent dans l'immondice et la puanteur, dans l'odeur des déchets de légumes, comme ceci. Ces pommes de terre sont pourries, sens-moi ça. Bon Dieu, et pourtant tu oses ouvrir un livre, écouter de la musique admirable. Tu apprends à apprécier la belle peinture, à parler un anglais correct, à penser comme personne de ton milieu ne pense, à t'éloigner du bétail et des lisiconolis. Tu oses aimer une adorable femme qui vit à 100 000 lieues de toi parmi les étoiles. Qui es-tu et qu'es-tu? Bon Dieu, crois-tu au moins réussir? Il montra le poing à son reflet, s'assit au bord de son lit et se mit à rêver, les yeux grands ouverts. Puis il ouvrit calepin, algèbre et se perdit dans les équations. Les heures s'écoulèrent, les étoiles pâlirent et l'aube grise, apparaissant à la fenêtre, le trouva encore à sa table.